Catherine, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi, bien pour vous parler de cette croisière extraordinaire à l'autre bout du monde, une croisière dans l'hémisphère sud, une croisière en Océanie. Pendant les prochaines minutes, eh bien, je vais vous parler bien sûr de ce continent australien, de son île la plus proche, tout à fait au sud, c'est l'île de Tasmanie, et puis également d'un petit archipel à quelques 2000 kilomètres à l'est des côtes australiennes. Cet archipel, c'est la Nouvelle-Zélande. Voyage d'exception vous propose au début de l'an prochain, pendant notre hiver, hein, pendant l'été austral, de découvrir cette région, cette nature australienne, néo-zélandaise, qui s'est développée, on va dire, un petit peu à l'écart, hein, du reste des autres continents, grâce ou à bord d'un bateau très confortable, un bateau de la compagnie Holland America. Comme le disait il y a quelques instants Catherine, je vous accueillerai donc bien à Paris pour ceux qui partiront de France pour vous donner vos cartes d'embarquement, vos étiquettes bagages, et puis on prendra ensemble l'avion jusqu'à Sydney. Je serai à vos côtés pendant ce voyage pour répondre bien sûr à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre technique, liées à l'organisation, mais également des questions, bien sûr, liées à la destination puisque, eh bien, j'ai le plaisir, d'y aller régulièrement, depuis quelques années maintenant, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je connais un petit peu ces pays et donc toujours je fais en croisière avec voyage, d'exception. En plus de ma petite personne, eh bien, on aura la chance, tout au long de l'itinéraire, des escales, de faire appel à des savoirs plus locaux, notamment, par les excursions, on fait appel à des guides locaux. Ils vous apportent toujours une sorte de meilleure connaissance, une meilleure compréhension des informations plus personnelles sur les lieux, que l'on visite et puis, c'est quand même très souvent aussi des personnalités assez remarquables, tout à fait, mémorables. Alors, quelques images bien sûr pour vous parler de tout cela. Déjà l'itinéraire, vous avez maintenant, sous les yeux avec, cette carte, on voit très bien, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la mer de Tasman entre les 2, en tout cas pour la partie sud. Le nom du bateau, c'est le Noordam, donc un bateau, un nom hollandais puisque c'est la Holland America. Ah voilà, donc ce, bateau très élégant, c'est un grand bateau, mais c'est un très joli bateau avec on aura bien sûr à bord nos espaces, réservés, tout au long de la croisière. On se retrouve entre francophones, membres du groupe et c'est l'occasion de partager nos impressions. C'est l'occasion pour moi de vous parler plus en détail de nos escales et de nos excursions à venir. C'est ce qu'on va faire là, effectivement, pendant les prochaines minutes. Voilà ici quelques images. Eh bien, avant même d'ailleurs d'embarquer à bord du Noordam, on va passer 2 jours à Sydney, 2 jours à découvrir, eh bien, une ville emblématique quand même, une des villes les plus importantes quand même de l'Australie. C'est la capitale de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Alors vous avez 2 images. On aurait pu ne pas les mettre parce que, ce dont je vais vous parler, eh bien, tout le monde le connaît. On connaît le Harbour Bridge, bon, le pont, du port, imposant, massif, mais indispensable pour les habitants de Sydney, pour les habitants de la banlieue de Sydney également. Il a sa propre couleur, une couleur déposée, protégée et puis bien sûr, il y a l'opéra, de Sydney. L'opéra, qui a été son architecture en tout cas très critiquée, vilipendée au moment de sa construction parce que c'était une architecture assez audacieuse pour l'époque. Heu, Aussi parce qu'on a eu un petit peu de retard à l'achèvement et puis, sans doute parce que le prix, bien était quand même, final, était un petit peu loin, la facture finale était un petit peu loin du devis initial. Mais quel succès! Parce que de nos jours, quand on voit cette image, on sait qu'on parle de Sydney, hein. Il est absolument l'opéra est complètement associé à la ville. C'est d'ailleurs aussi un patrimoine, un monument classé au patrimoine mondial de, l'UNESCO et avec Voyage Exception, vous aurez, la chance assez remarquable, eh bien, de le voir, on va dire, sur toutes les coutures, mais également d'entrer, dans, cet opéra, de le visiter. C'est assez exceptionnel de visiter cette icône, nationale, de découvrir ces salles magnifiques qui ont été refaites ces dernières années d'ailleurs avec souci pour l'acoustique. On ira jusqu'aux coulisses même de cet opéra, donc opéra de Sydney qui est au programme. On ne restera pas d'ailleurs, autour du port, on va bouger un petit peu et essayer de visiter, de voir un petit peu l'ensemble de cette grande ville de Sydney.
pour comprendre un petit peu sa taille, sa complexité, sa diversité. On ira même rejoindre eh bien, jusqu'à l'extrémité de la baie, notamment la plage de Manly. Plage de Manly, vous voyez, d'ailleurs, il y a quelques. Là, on a un exemplaire des animaux qu'on peut, comme cela, rencontrer. Rassurez-vous, c'est un lézard, on va dire, de petite taille. Il a rien on va dire, du monstre de Komodo. Donc ici, une plage intéressante à voir, un quartier très, très sympathique, on peut s'y promener, les boutiques et cetera. C'est agréable comme tout à découvrir et surtout ça nous permet de revenir en bateau, jusqu'au centre-ville et là de faire une belle navigation dans cette grande baie de Sydney, l'une des plus grandes baies, plus belle en tout cas, voilà et ça nous permettra de voir justement, je disais, l'opéra de Sydney sous un autre angle, un autre aspect, depuis la mer, depuis la baie, avec un autre éclairage, parce qu'on sera un peu plus tard dans l'après-midi. Donc voilà, un petit peu cet opéra qui sera vraiment au cœur de notre visite. Avant même d'embarquer le lendemain, d'embarquer à bord du Landam, eh bien, on fera une visite pédestre dans un des quartiers, qui est l'un des quartiers les plus anciens de Sydney. Il s'agit du quartier des Rocks. Là, c'est considéré comme le berceau colonial de Sydney. On y retrouve quelques vieilles bâtisses, des monuments commémoratifs, notamment des premiers colons, mais il y a une profusion aussi de galeries, galeries de peinture aborigène en particulier, de cafés à la mode, un marché couvert également. C'est un quartier qui est très apprécié par les touristes, mais également par une partie de la classe moyenne aisée de Sydney. Il faut dire, c'est un très beau quartier de la ville. Alors, avant de vous parler, j'aurai l'occasion de le faire, vous parler bien sûr de ce bateau qu'on va prendre et qui nous permettra de voyager comme cela dans l'hémisphère sud, eh bien, du Noordam, je vais continuer un petit peu sur l'Australie parce qu'on a plusieurs escales et ça, c'est une des particularités de cet itinéraire, c'est d'avoir plusieurs escales en Australie. La seconde escale, l'an prochain, eh bien, elle sera tout à fait au sud du continent australien, de l'île continent, ça sera à Melbourne. Là aussi, c'est une capitale parce que l'Australie, c'est un État fédéral, donc il y a plusieurs États. C'est la capitale de l'État du Victoria. Alors Melbourne, c'est une ville très cosmopolite. On y trouve d'ailleurs de nombreuses communautés européennes, des Italiens, des Grecs qui sont installés. C'est une ville très séduisante. On la considère d'ailleurs comme la capitale culturelle de l'Australie. Alors elle est séduisante, je le disais, par son mélange architectural puisqu'on peut y voir des bâtiments d'origine victorienne, du street art, des gratte-ciel. On en compte quelques 80 qui dépassent les 150 mètres sur Melbourne. Bien sûr, avec l'aide d'un guide local et puis d'un attirail un peu particulier parce que Melbourne, c'est quand même la ville qui est connue pour avoir la météo la plus capricieuse. Le climat relativement doux, à peu près constant toute l'année, mais on va dire que c'est changeant pendant la journée. Et on peut avoir les 4 saisons dans la journée, voire même seulement dans la matinée, hein. Donc faut, voilà, être un peu prévenu, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est également une ville intéressante à découvrir, notamment il y a une particularité, ça s'appelle les laneways. Les laneways, ce sont des ruelles assez étroites, décorées de fresques, justement là, avec beaucoup d'animations, de bars, de galeries d'art. C'est une ville très dynamique, très créative, très accueillante, cette ville de Melbourne. Heu, Comme il y a beaucoup de gratte-ciel, eh ben, on profitera d'un de ces gratte-ciel pour s'élever et voir la ville dans son ensemble. On ira comme cela sur le 88e étage, hein, d'une tour qui fait à peu près 300 mètres de hauteur. C'est la plus haute de l'hémisphère sud, c'est la tour Eureka et comme ça, on devrait avoir un très bel aperçu à 360° sur, l'ensemble de la ville, sur la baie de Port-Phillip, sur la vallée de Yarra et puis si la météo à ce moment-là est bonne, eh bien, on pourra peut-être même voir les montagnes qui sont un peu plus éloignées, les montagnes au nord de Melbourne. Troisième escale, on a une troisième escale. Vous avez la troisième, quatrième image sur cette diapositive qui concerne donc cette troisième escale australienne. Alors là, on aura quitté le continent australien pour traverser un petit bras de mer, 400 kilomètres. Juste au sud, c'est le détroit de Bass, hein, ce passage entre le continent australien et puis cette île qui est australienne, mais qui s'appelle l'île de Tasmanie. La Tasmanie, alors c'est une grande île quand même, hein, 68 000 kilomètres carrés, c'est grand comme la Suisse, mais c'est très peu peuplé, un demi-million d'habitants. La plupart, presque la moitié de la population vit d'ailleurs
sur la ville principale qui est le port de Hobart, sur, le sud-est de l'île. Nous, on va s'arrêter et c'est ce que je vais vous montrer, voilà, avec, cette carte. On va s'arrêter alors si vous suivez mon curseur, ici, je vous montre Hobart, voilà, ça c'est le port donc au sud-est et puis au nord-ouest, eh bien, on a la ville de Burnie. C'est là qu'on va, s'arrêter pour, eh bien, faire escale. Alors, cette île dont vous avez la carte là en ce moment sous les yeux, cette île, de Tasmanie, c'est une île, qui est, bon, séparée évidemment, du reste de l'Australie. Elle a été peuplée un peu plus tardivement, que le reste du continent, il y a à peu près 35 000 ans, hein, que les premiers aborigènes sont arrivés là, en Australie, sur le continent, ils sont arrivés 20 000 ans plus tôt. Un éloignement qui a permis d'ailleurs plus tard aux Britanniques, eh bien, d'établir une île sur cette île, une colonie pénitentiaire. Et puis cette singularité géographique a fait que, de nombreuses espèces s'y sont développées, et ont résisté d'ailleurs alors qu'elles ont disparu sur l'Australie, continentale. Eh bien, elles sont toujours là. C'est par exemple le cas du diable de Tasmanie qui a disparu dans le reste de l'Australie, voilà à peu près, 3 000 ans. Pour cette escale et cette excursion de journée, on quittera d'ailleurs rapidement Burnie pour aller, eh bien, un peu plus à l'intérieur des terres, pardon, et aller voir un parc animalier. C'est le parc de Trowina qui, justement, vous permettra de découvrir, d'approcher, c'est beaucoup de ou la plupart, en tout cas, des marsupiaux, du continent, le kangourou, le wombat. Alors le wombat, je reviens un petit peu en arrière et vous allez je vois juste, voilà, ça c'est un wombat. Vous avez ici à l'image, c'est aussi un, marsupial, le wombat. Alors un peu, particulier parce qu'il a la poche, pour les femelles, la poche de maternité inversé. Alors c'est pratique, hein, c'est un peu logique parce que c'est un animal fouisseur qui creuse des galeries. Donc ça ne serait pas très, très, cohérent d'avoir la poche dans le sens, on va dire ouverte vers le haut. Il faut qu'elle soit ouverte davantage, vers le bas. C'est un animal qui a des particularités assez étonnantes et on aura l'occasion d'en reparler, notamment pendant, cette visite. Beaucoup de résidents dans ce parc d'ailleurs, d'autres résidents. C'est justement le cas de ce fameux diable de Tasmanie dont je vous ai mis une image là. C'est gros comme un petit chien, oui, un peu, il a l'air un peu trapu, un peu massif comme ça. C'est un carnassier, mais c'est aussi un marsupial, hein, donc, on va dire avec la ces mêmes particularités. Seulement, bon, il a un petit problème, c'est que depuis les années 90, on s'était aperçu qu'il, souffrait d'une maladie, mortelle, c'est un cancer, de la gueule, du visage, et ça fait des ravages dans la population, sauvage. Alors, ce type de parc essaie justement de les préserver, de tenter la reproduction de spécimens sains. On essaie même d'ailleurs de développer un vaccin pour les protéger. Ce parc a beaucoup d'autres animaux. C'est un lieu passionnant à découvrir pour comprendre un petit peu, la nécessité de préserver cette faune endémique sur l'île et sur l'ensemble d'ailleurs de, l'Australie. La Tasmanie, c'est aussi un territoire agricole, une terre de fermiers, alors des producteurs de lait, de fromage, mais, depuis une trentaine d'années, ils se sont mis à produire, quelque chose de très différent, c'est du whisky. Ils ne sont pas les seuls, les Australiens à fabriquer à distiller du whisky, dans l'hémisphère sud. Mais voilà, ça les Australiens en font, ils en boivent et puis ils en distillent aussi et on aura l'occasion, de passer par la seule distillerie, de l'île. Elle s'appelle Eyre Road. C'est un établissement, je vous disais, qui a ouvert ses portes il y a une trentaine d'années et on profitera de cette visite pour un petit peu goûter, bien sûr, à ce whisky, australien. Alors, on va, continuer notre voyage, bien sûr, à bord, je le disais, du, Noordam, traverser, prendre la mer de Tasmanie et puis on abordera comme cela, l'archipel, néo-zélandais par son île, la plus méridionale. Il y a 2 grandes îles, en Nouvelle-Zélande. Bon, il y a l'île du Sud, l'île du Nord. C'est pas très compliqué de se rappeler de leur nom. Mais on commence alors par l'île du Sud et on commence par une très, très belle navigation. Là, les officiers, le commandant, eh bien, vont nous faire naviguer dans cette région qu'on appelle la région des fjords de Nouvelle-Zélande et on ira voir, eh bien, un très beau fjord qui s'appelle le Milford Sound.
Alors, c'est une appellation néo-zélandaise qui est un peu trompeuse, mais c'est un fjord, ce Sound ou Sound, et donc c'est un spectacle unique. J'ai eu la chance, de le voir à plusieurs reprises et on s'en lasse pas. Imaginez bien sûr des montagnes qui sont à 1 000-1 500 mètres d'altitude, dont les flancs tombent de façon abrupte dans la mer, et mer qui pénètre, profondément dans le, littoral. Alors, quelques images d'ailleurs, voilà une image que j'ai pu prendre l'an dernier. On voit apparaître un petit peu, un couvert forestier assez important, hein, qui essaye de s'élever sur les flancs des montagnes. Le Milford qu'on appelle, donc je vous disais le Milford Sound, c'est la preuve tangible des grandes périodes de glaciation, comme en Norvège, comme au Chili, eh bien, les glaciers ont travaillé pendant des milliers d'années les vallées fluviales. Ces glaciers ont ravagé, ont transformé, ont creusé les vallées côtières. Et quand la dernière période de glaciation s'est achevée, il y a à peu près 10 000 ans, eh bien, le niveau de la mer est monté. La mer s'est engouffrée dans cette terre basse du littoral et le Milford Sound, eh bien, c'est le fjord le plus au nord de la région des fjords de la Nouvelle-Zélande. C'est d'ailleurs le seul qui est connecté par la route au fond de la baie, au fond du fjord. Il y a une route qui permet de rejoindre le reste de la Nouvelle-Zélande. Et je vous assure que là, c'est un spectacle grandiose, hein, pour cette navigation. Ça fait partie des moments, quand on a fait cette croisière, des moments qu'on n'oublie pas, hein, lorsqu'on entre, lorsqu'on se promène comme cela dans ces fjords. Dès le lendemain, eh bien, on commencera à découvrir les escales, néo-zélandaises du sud vers le nord, en commençant, alors toujours bien sûr, sur l'île sud, mais sur la partie orientale. On va, prendre position dans un port qui s'appelle le port de, Dunedin ou Dunedin. Dunedin, c'est parce qu'effectivement, c'est, plus la façon c'est en fait l'origine, si vous voulez, c'est, un petit peu le nom, donné par les premiers colons, ces colons qui viennent en fait d'Édimbourg, des Écossais, beaucoup d'Écossais. Donc on va d'ailleurs parler de l'Édimbourg du Sud. Elle a été fondée au milieu 1848, milieu du 19e siècle. Dundee ou Dunedin, je le disais, c'est une des grandes villes du pays. C'est pas la plus grande, ville de Nouvelle-Zélande, mais bon, c'est la 7e, je crois, par la place. En tout cas, elle a beaucoup d'attraits. L'un des premiers, c'est justement d'être au fond de cette grande baie. Vous verrez que tout au long du voyage, la plupart de nos escales, eh bien, ce sont des escales où les villes, les ports se sont développés, ont été, installés dans des grandes baies protectrices et aussi, c'est toujours des baies extraordinaires à découvrir en navigation. Donc là, il faut toujours, être disponible le matin avant qu'on arrive, le soir quand on s'en va, parce que c'est un spectacle unique à chaque fois la navigation dans ces superbes baies. Là, donc on est dans la baie d'Otago. Otago, c'est aussi le nom éponyme de la péninsule, donc une sorte de bande de terre qui va fermer et qui va constituer cette baie. Donc là, on va naviguer, on va surtout profiter de l'escale pour aller en excursion et on rejoint bien sûr cette ville de Dundee. Alors, différents attraits sous cette ville. Je vous montre là, par exemple, sans doute le monument qui est le plus photographié quand on va se promener à Dundee et sans doute aussi, je crois, l'un des plus photographiés en Nouvelle-Zélande. C'est un bâtiment de la fin du 19e siècle. On dit que c'est du néo-gothique. C'est en fait la gare ferroviaire de Dundee. Alors, de nos jours, c'est quasiment un musée parce qu'il y a presque plus de trains. Il y a quelques trains touristiques qui partent encore de la gare, mais il y a plus de liaison régulière à partir de cette gare. Et là, eh bien, c'est l'occasion d'aller la voir, de voir cette belle architecture, de voir aussi cette belle décoration, parce que là, vous avez quelques photographies justement de ces mosaïques, hein, mosaïques de sol et également de murs, hein, qui ont décoré de façon très, très agréable cette belle gare de Dundee. Et puis, pendant l'excursion, on va voir une autre particularité, bizarrerie de Dundee. C'est la rue qui s'appelle Baldwin Street. Et Baldwin Street, eh bien, elle est connue parce qu'elle a, c'est sans doute, longtemps on l'a cru en tout cas, c'était la rue la plus inclinée au monde, avec une pente de 35%. Alors, vous voyez des personnes qui sont en train de monter, il y en avait qui montaient, d'autres, des enfants qui descendaient ce jour-là. Mais alors,
Maintenant, on sait que c'est plus tout à fait vraiment la rue la plus en pente au monde, parce que c'est une rue d'une ville au Pays de Galles qui a chopé ce titre-là, mais c'est quand même, en tout cas, celle la plus inclinée de l'hémisphère sud. C'est un peu anecdotique, mais c'est assez amusant quand même à découvrir. Le point fort de la visite à Dundee, bah, c'est justement quand on va quitter la ville, continuer notre route tout au long de la péninsule Otago et puis rejoindre un monument historique. Vous avez ici à l'image, c'est une très belle bâtisse. On l'appelle même d'ailleurs, il a le titre de château, le château de Larnac. Alors c'est un drôle de nom, mais c'est surtout le nom d'un homme d'affaires, d'un politicien australien du 19e siècle, qui a voulu, comme cela, eh bien, qui est assez riche, se faire construire cette belle bâtisse. Il n'a pas hésité, il a beaucoup dépensé, il s'est un peu ruiné avec cette belle maison. C'est un gros manoir, vraiment, mais construit avec des beaux matériaux hein, qu'on avait à l'époque. Et puis, bah, on va le visiter, on va se promener dans ce petit manoir. Il y a 3 étages à visiter. Alors c'est pas très, très grand, ça nous laisse du temps, eh bien, pour aller voir ce qui est très, très beau, c'est aussi, ce sont ces jardins qui sont autour du manoir et les jardins, eh bien, donnent cette superbe vue que vous avez, par exemple, sur la baie, d'Otago et puis de très, très belles plantes parce que c'est un très beau il y a de beaux aménagements, assez étagés, différentes plantes locales, endémiques et puis d'autres, exotiques comme des Echium pinnatina, ça c'est ma plante favorite. Je ne l'ai pas à l'image là, mais voilà, c'est une plante originaire des Canaries, mais c'est absolument magnifique. Très, très beau jardin à Dundee, donc au château pardon, de Larnac. Pour continuer, eh bien, on va profiter de la nature généreuse de la Nouvelle-Zélande, notamment avec la seconde escale. Une escale donc, dans une petite ville qui s'appelle la ville de Timaru. Timaru, c'est à mi-chemin entre Dundee et Christchurch. On est en fait, on est à côté des plaines de Canterbury. Bon, alors moi, je vis en Angleterre, donc Canterbury, c'est une ville, mais les plaines de Canterbury en Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu au centre de l'île du Sud. Et surtout, c'est des plaines très fertiles qui ont été eh bien rendues fertiles par les alluvions déposées par eh bien, les fleuves qui descendent des montagnes et qui vont comme cela vers le littoral. C'est un petit peu le schéma typique des plaines de Piémont. On y trouve des champs, des prairies de pâturage et donc on y trouve bien sûr des fermes. Et c'est dans une de ces fermes, on ira passer un moment parce que eh bien là, on sera accueilli dans une ferme familiale pour quelque chose d'assez superbe à voir, assez étonnant. C'est presque un spectacle, mais c'est en fait un travail. C'est le travail des chiens de berger. Ces chiens qui bien, sont en parfaite, on va dire, adéquation, connexion avec leur maître et qui arrivent, soit en aboyant, soit simplement en étant présents, eh bien, à diriger, à un petit peu récupérer les brebis égarées. C'est un moment superbe à passer avec justement ces fermiers, avec cette culture donc euh, l'élevage des moutons, donc ça aussi c'est très important encore en Nouvelle-Zélande. On continuera notre itinéraire en gagnant eh bien, alors l'île du Nord, mais on sera tout à fait au sud de l'île du Nord, puisque c'est là que se trouve la capitale du pays, Wellington. On l'appelle la ville du vent. C'est une ville qui, là aussi, s'est développée dans une baie protégée, mais on a pas mal de vent quand même là. Une ville qui s'est développée sur une petite plaine côtière, donc qui a rapidement gagné les collines environnantes. Voilà pourquoi, très tôt, il a fallu développer un funiculaire. Vous voyez ici, il est tout rouge. Hein, on le prendra d'ailleurs, ce funiculaire, pour aller comme cela jusqu'à la hauteur d'une colline. Et notamment là, a été installé un jardin botanique. On prendra le temps donc de se promener dans cette ville donc de Wellington. Et puis le point d'orgue de cette balade, bah, ça sera en fait, c'est ce que je vais vous montrer là à l'image. Hein, on a un point de vue général aussi sur la ville, mais c'est son super musée. C'est le plus grand musée, le plus important des musées de Nouvelle-Zélande. C'est le musée qui s'appelle le Te Papa Tongarewa. En maori, Te Papa, ça veut tout simplement dire le trésor ou le réservoir de trésors. C'est une parfaite dénomination pour ce musée qui, bah, en fait, le but de ce musée, c'est de préserver, c'est de partager l'histoire, la culture, l'environnement naturel du pays. C'est un musée qui a été développé, qui n'est pas très ancien d'ailleurs, hein, qui a été développé, construit à côté du port. Il y a quelques 800 000 œuvres, objets, artefacts qui sont répartis sur 6 étages. Alors, tout n'est pas exposé, Dieu merci. C'est présenté sous forme de collection.
alors qui mettent en avant, les trésors culturels, l'art, l'artisanat des Maoris, la nature également, parfois même la nature du passé, hein, celle, des fossiles, celle qui a déjà disparu, notamment des oiseaux, qui n'existent plus, hein, qui ont déjà disparu en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est vraiment un très grand musée, le Te Papa, pas seulement par la taille, mais par les impressions, hein, qu'il vous laissera, j'en suis absolument, convaincu. Continuons notre itinéraire vers le nord. On passera également quelques heures à Napier, si on le dit un peu à la française, ou Napier, si on apprend un petit accent local. C'est une petite ville, hein, Napier ou Napier, donc sur la côte orientale. Une ville qui est à elle seule quasiment un miracle parce que, en fait, vous n'êtes pas, je suis sûr que vous le savez, la Nouvelle-Zélande est confrontée, c'est une zone sismique, donc il y a des tremblements de terre, des séismes plus ou moins régulièrement, plus ou moins importants. Bon, il y a eu le tremblement de terre de Christchurch, c'était en 2011, mais celui-là a ravagé, a détruit, la ville, le tremblement de terre, puis après, il y a eu un tsunami, c'était en 1931 et après, eh bien, on a décidé de la reconstruire et puis, comme, il y avait beaucoup de choses à refaire, on l'a reconstruit en respectant, en ayant à peu près un seul style. Ce style, c'est le style art déco qui était à la mode à cette période. Par la suite, la ville, en fait, elle s'est un petit peu endormie, donc on n'a pas eu beaucoup de transformations, à la fin des années, du XXe siècle. Donc la ville est un petit peu, elle n'a pas beaucoup changé depuis les années 30, donc elle est très intéressante à découvrir, à se promener, donc pour voir justement ce style art déco. Et puis on en profitera parce qu'on est dans la région, viticole de l'île du Nord. C'est la région, du effectivement de Napier, cette région donc, on ira voir cette région viticole. Alors une région viticole parce que, c'est vrai. Bon, elle a pas la Nouvelle-Zélande n'a pas l'histoire, c'est un grand producteur de vin, mais elle n'a pas l'histoire, viticole de notre pays, mais les Néo-Zélandais apprennent vite, ils apprennent bien, puis parfois il y a d'ailleurs des Français qui viennent, les former. Alors on aura comme cela, eh bien, l'opportunité d'aller goûter un petit peu ce vin, pardon, de, Nouvelle-Zélande. James Cook, il a alors pas Thomas, hein, mais James a découvert, c'est un explorateur britannique, il a découvert l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il a eu une fin un petit peu, triste, mais c'est à lui que l'on doit, eh bien, le nom, certains noms, hein, qui ont été, apposés sur la carte, qu'il a dessinée et notamment là, ce nom de baie de l'abondance, de Bounty Bay et c'est là qu'on fera également escale dans un port toujours très important pour la Nouvelle-Zélande, c'est le port de Tauranga, parce que c'est un port d'exportation de produits agricoles. Et là, il y a Tauranga, c'est un grand port, puis il y a juste à côté une petite station balnéaire, hein, qui donne sur le Pacifique. Puis là, on fera vraiment escale. À côté, une immense colline verte, c'est un ancien volcan, tout à fait endormi. Et on va profiter eh bien, de cette région pour découvrir un petit peu la richesse volcanique, l'activité géothermique qu'on peut découvrir à l'intérieur des terres de Nouvelle-Zélande. On rejoindra une petite heure de route pour aller voir comme cela une sorte de sanctuaire, hein, pour les amateurs des phénomènes géothermiques. Ceci, c'est le site de Rotorua. Donc, je vous disais 1 heure de route. C'est un site bon, lié à un volcan qui s'appelle le volcan de Taupo mais qui abrite comme cela une multitude de sources, d'eau chaude, de geysers, de solfatares, de bassins de boue chaude bouillonnante. Bon, on a des lacs avec des rives, vous voyez ici un petit peu de couleurs très, très, vives. Le site est en partie souterrain, sous la ville même, de Rotorua et puis il y a une partie donc liée au système des lacs. C'est une escale vraiment très intéressante, vous voyez, il y a beaucoup de fumée, beaucoup de vapeur d'eau, de geyser, hein, pendant notre excursion. Et puis on ira voir, c'est le jour où vous pourrez faire la différence entre les 3 kiwis qui existent, qu'on peut trouver en Nouvelle-Zélande, parce que vous savez bien que le kiwi, c'est le gentilé assez sympathique, affectueux qu'on donne aux habitants de la Nouvelle-Zélande. C'est également, on sait bien, un fruit alors d'origine chinoise, mais que les, Néo-Zélandais ont vraiment, acclimaté, un peu accaparé et puis, comme ça, ils le diffusent, à la fois la culture, mais la production à travers le monde et puis c'est aussi un oiseau, hein, le kiwi, c'est un petit oiseau, une petite boule de plumes, bien incapable de voler, il ne sait pas voler du tout, un animal nocturne, mais qu'on pourra voir parce que,
justement, on ira, visiter un sanctuaire qui est adapté, qui nous permet de le voir même, on va dire, pour lui en pleine, journée. Pour nous, on sera un petit peu une sorte de semi-obscurité. C'est assez, sympathique à découvrir, mais c'est surtout un centre qui permet de le conserver, de le protéger, d'essayer de le reproduire, cet animal, qu'il faut bien dire, cet oiseau fait face à une menace assez importante, des prédateurs qui ont été amenés en Nouvelle-Zélande par les hommes. Alors les premiers, les Maoris, parce qu'ils ont amené les rats avec eux, et puis nous, on a amené aussi des rats, hein, les Occidentaux, mais on a amené aussi un peu plus tard des chats, des chiens, qui font des ravages dans les forêts de Nouvelle-Zélande. Et notre petit kiwi, il faut bien le dire, très, très menacé. Donc on ira le voir ensemble. Quant à la dernière escale avant notre arrivée à Auckland et de débarquer à Auckland, eh bien, on fait un détour par le nord-nord-ouest. On va au-delà de l'escale d'Auckland et on ira voir une baie, un endroit magnifique. C'est une baie, en fait. Là encore, c'est la baie des îles, quelques 140. Je n'ai pas de photo malheureusement à vous montrer. C'est la baie il y a quelques 144 îles, pardon, îles et îlots. C'est un endroit qui a d'ailleurs été découvert tardivement par les Maoris, seulement au XIVe siècle. Et c'est une escale un peu comme je les aime parce qu'elle mélange à la fois la géographie et l'histoire. J'étais prof d'histoire et de géographie, hein, c'est une forme d'atavisme, mais c'est une très belle escale. On ira voir une cascade, bien sûr, c'est la cascade de Kerikeri, mais on touche l'histoire parce que cette baie, elle s'appelle aussi, c'est son nom maori, c'est la baie de Waitangi. Et Waitangi, bah, c'est le nom du traité qui a été signé là, dans cette baie, une petite maison pour cela, qui a été donc signé le 6 février 1840, un traité fondateur pour la coexistence des Maoris et des colons européens, un traité alors qui n'est pas encore de nos jours sans controverse. On se dispute, alors ça peut être parfois un petit peu tendu, mais on se dispute encore en Nouvelle-Zélande sur les concepts qui ont été mis en place par ce traité. Pour sa traduction, bah, qui est un peu compliquée parce qu'il y a 2 textes, hein, l'un en anglais, l'autre en maori et ils ne disent pas tout à fait la même chose et pour savoir, bah, si ce texte, ce traité installe une colonisation ou une cohabitation entre les Maoris et les colons de la couronne britannique. Donc voilà, c'est vraiment un endroit, à la fois symbolique mais magnifique à, découvrir. Et puis on arrivera, on va dire, au bout de ce voyage maritime, de ce voyage à bord du bateau, puisqu'on débarquera donc à Auckland et on restera encore un petit peu à Auckland. C'est cette grande ville de Nouvelle-Zélande, c'est pas la capitale, mais c'est 1 700 000 habitants. Voilà, donc c'est vraiment une ville intéressante d'un point de vue historique et culturel, installée également sur un site particulier parce que c'est une cinquantaine de volcans endormis, hein, qui ont formé un peu ce paysage. Alors, on prendra le soin toujours de vous montrer le patrimoine culturel, notamment à travers une cérémonie maori, une sorte de spectacle, mais cérémonie, on a d'ailleurs le fameux haka, mais pas seulement. Et puis, on ira voir un autre musée aussi qui est très, très, très intéressant. On prendra un petit peu le temps de voir l'ensemble de la ville et on s'éloignera d'ailleurs également de cette ville d'Auckland pour aller voir son parc régional de Waitakere, qui est un sanctuaire de quelques 16 000 hectares, constitué de forêts natives luxuriantes, une belle plage de sable, on dit de sable noir, même si c'est un sable un peu foncé, avec la plage de Pia et son lion de pierre, vous avez ici à l'image à l'écran. Évidemment, cet itinéraire, ces escales, ces excursions que je viens de parcourir un peu brièvement, tout ça est possible parce qu'on est à bord d'un bateau, on fait une croisière à bord de ce bateau dont je vais vous parler aussi un petit peu, hein, ce bateau donc qui appartient à la Holland America. Alors, c'est un grand bateau, mais c'est pas non plus un mastodonte, c'est pas un monstre des mers. Bon, c'est pas, il fait pas partie des bateaux qu'on peut critique parfois un peu de nos jours, hein. C'est un bateau de moins de 2 000 passagers, quelques 800 membres d'équipage. Alors c'est plutôt un bateau, on dit, de taille moyenne de nos jours, mais c'est un bateau très confortable, beaucoup de ponts extérieurs, alors qui permettent justement bien notamment lorsqu'on est en navigation. Vous voyez ici, il y a à l'avant, on voit un pont qu'on peut ouvrir lorsqu'on fait la navigation. Le commandant peut décider, eh bien, de l'ouvrir et de vous permettre de vous promener sur ce pont et de voir encore davantage. Voilà, c'est vraiment un bateau fait pour la navigation.
avec, elle nous permet de voir par exemple, voilà, tout à l'heure je vous ai montré, la photo donc, dans les fjords, eh bien, voilà, quand on est à l'extérieur, tout le monde veut voir un petit peu donc, il y a les galeries, il y a des ponts extérieurs, il y a également, je vous disais, le pont à l'avant. Ça permet de profiter au mieux, hein, de cette navigation. Un grand bateau, c'est aussi un navire avec, plusieurs salons, avec des espaces, toujours très chaleureux. Il y a un souci particulier, qui est porté sur ces bateaux de la Hollande America, c'est que, le décor n'est pas trop clinquant, c'est plutôt, on va dire des couleurs assez sympathiques à l'œil et puis, la musique n'est pas trop forte non plus, donc il y a vraiment un souci, sur l'ambiance, à bord, porté, un souci particulier. Il y a un salon qui est tout à fait en haut qui s'appelle le salon pardon, le nid d'observation avec une très grande verrière, des sièges très confortables et là, ça permet, si la météo n'est pas bonne ou simplement parce qu'on veut s'asseoir, on veut être au confort à l'intérieur, de continuer tout en étant assis à l'intérieur, de continuer à voir profiter des, paysages. Des salons qui sont répartis un petit peu sur différents ponts et comme ça, ça vous permet d'en trouver un, pour vous, que vous appréciez, dans lequel vous vous retrouvez, entre amis, entre, passagers pour prendre un apéritif, pour discuter de la journée passée, de la journée à venir. Indépendamment des salons, le Nordam possède également un grand théâtre. Alors, en général, ils sont situés à l'avant du bateau. Vous l'avez ici à l'image d'ailleurs, ce grand théâtre, sur 3 ponts. Il vous permet, de profiter des spectacles, alors surtout des spectacles de type, cabaret qui sont, proposés, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas anglophone, ce n'est pas un problème pour, assister et profiter des spectacles. C'est des spectacles de chant, de danse, d'acrobates, hein. C'est toujours des spectacles très fascinants de grande production et puis, dans ce genre de bateau, voilà, de taille quand même importante, on a différents types de loisirs qui sont proposés. La salle de spectacle, mais il y a aussi un casino si vous avez envie de tenter, votre chance. Il y a une salle de sport, il y a une très belle, suite thermale, hein, si vous avez envie de profiter. Il y a un beau spa, dans ce bateau. Alors et toujours avec les dernières technologies, les, dernières, techniques de massage, une équipe qui vous remet en forme, voilà, de quoi profiter aussi de ce, voyage d'une certaine façon, d'une autre façon. Et puis le Dornam est, doté de plusieurs salles de conférence, donc on en aura une attribuée, pour notre groupe. Ils sont très bien équipés, elles sont très bien équipées ces salles de conférence, écran, vidéoprojecteur. On est à ce moment-là un petit peu à l'écart des autres passagers. On passe un moment ensemble, pour vous parler justement, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, vous parler des grands explorateurs, qu'ils soient anglais ou, français et puis vous parler aussi, pourquoi pas, de la France et la France dans, notre petite France dans cette vaste région du, Pacifique. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que, eh bien, vous avez, apprécié. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie, hein, de nous rejoindre pour découvrir ces territoires d'Océanie avec ces 3 escales australiennes, ces 6 escales en Nouvelle-Zélande. J'espère, eh bien, que je vous retrouverai nombreux, à Paris ou si vous voulez même directement à Sydney. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.